Chapitre 96. Les premières nouvelles qu'on reçut du poète voyageur étaient datées de Lisbonne et portaient l'empreinte de cette raillerie douloureuse qui, poussée à l'extrême, devint du génie. La lettre était adressée à M. Hodgson et commençait par ces mots « Hurrah, mon cher Hodgson, me voilà parti et même arrivé à Lisbonne. Je suis très heureux ici. J'aime les oranges et il y en a à foison. De plus, je parle avec les moines un exécrable latin qu'ils comprennent comme leur langue maternelle. Je vais dans le monde avec mes pistolets dans ma poche. Je traverse le Tage à la nage et je galope sur un âne ou sur une mule. Je jure en portugais comme un Allemand et par-dessus le marché, j'ai la foire et les cousins me dévorent. Mais qu'importe tout cela, il ne faut pas que les gens qui courent après le plaisir tiennent tant au confortable. Il est vrai qu'à côté de cette raillerie, il devait écrire ces douloureuses lignes de Childe Harold. Personne ne l'aimait, quoiqu'il eût fait du château de ses pères le rendez-vous des débauchés de tous les pays. Il est vrai que les jours de festin, il lui prodiguait toutes les flatteries, mais il les connaissait, lui, pour des parasites sans cœur. Non, personne ne l'aimait, pas même ses chères courtisanes. Les femmes ne recherchent que la richesse et la puissance, elles sont pareilles aux papillons, la lumière les attire, et le diable réussit là où eussent échoué les anges. Le jeune Harold avait une mère, il ne l'avait point oubliée, mais il évita de lui faire ses adieux. Il avait une sœur chérie, mais il ne chercha point à la voir au moment de commencer son long pèlerinage. S'il avait des amis, il n'en embrassa aucun, et cependant il aurait tort, celui qui se hâterait de dire que le jeune Harold avait un cœur d'acier. Oh, vous qui savez ce que c'est qu'aimer, vous éprouverez cruellement que les adieux brisent le cœur qui comptait sur eux pour calmer les regrets. Son château, ses domaines, les charmantes femmes qui avaient doré sa jeunesse et dont les yeux azurés, la chevelure ondoyante et les mains de neige eussent ébranlé la sainteté d'un anachorète, sa coupe remplie des vins les plus rares, enfin tout ce qui pouvait séduire les sens, il abandonna tout sans pousser un soupir, tout pour franchir les mers, visiter les rivages musulmans et passer de l'autre côté de cette ligne qui indique le centre de la terre. Ce fut ainsi qu'il commença son premier voyage, ce fut ainsi qu'il quitta l'Angleterre, et quand par hasard on demandait dans le monde aristocrate quel était ce jeune Lord Byron qui venait de se faire inscrire au registre de la pairie, les mieux renseignés répondaient « C'est un jeune fou, le petit-neveu de ce vieux Byron qui a tué M. Chaworth en duel. Il possède une vieille abbaye tombant en ruine, une fortune morcelée et perdue. Quand il était au collège, où il n'a jamais rien voulu faire, il vivait avec un ours. Depuis qu'il en est sorti, il vit avec des filles et des escrocs, s'enivre en buvant dans un crâne humain, et quand il est ivre, il fait des vers. » Byron était parti brouiller avec les hommes. Une strophe du premier chant du poème qu'il rapportait devait le brouiller avec les femmes, ce qui est bien pis. Les joues de la fille de l'Espagne portent une fossette creusée par le doigt arrondi de l'amour. Sa bouche, nid de baisers toujours prêt à s'envoler, dit à ton amant « Mérite-nous par ton courage et nous sommes à toi ». Que la fierté de son regard est pleine de charme. Le soleil n'a pu dépouiller son teint de sa fraîcheur et de son doux coloris, que ses rayons rendent encore plus séduisants. Qui donc, vous ayant vu, belle fille de l'Ibérie, pourrait aller chercher dans le nord des beautés plus pâles? Hélas, que près des vôtres, leur forme semble pauvre, frêle, languissante. Un tel anathème lancé par le poète sur cette Angleterre que Shakespeare a comparé à un nid de cygne au milieu d'un vaste étang devait avoir un long retentissement, car le poème dont Byron rapportait le premier chant écrit dans ses voyages devait avoir un immense succès. Ce poème, c'était le pèlerinage de Childe Harold. Byron avait visité le Portugal, le midi de l'Espagne, la Sardaigne et la Sicile. Puis il avait traversé l'Albanie et l'Illyrie, parcouru la Morée et s'était arrêté à Thèbes, à Athènes, à Delphes et à Constantinople.
Le retour était pour lui une triste chose, s'il faut en croire ce qu'il en dit lui-même. L'avenir qui m'attend en Angleterre n'est rien moins que riant. Embarrassé dans ma fortune, indifférent à mes compatriotes, vivant solitaire, n'éprouvant aucun besoin de voir le monde, l'esprit plein de force, mais le corps miné par la fièvre, je rentre dans mon pays sans joie, sans espérance, sans dessein. Le premier individu que je rencontrerai sera un homme de loi, le second un créancier, puis viendront les fermiers, les gardiens et toute cette aimable engeance qui grouille sur une propriété contestée. En somme, je suis dégoûté, triste et malade. Et quand j'aurai un peu réparé mes irréparables affaires, je me remettrai immédiatement en route et retournerai en Espagne ou en Orient, car là, au moins, m'attend un ciel sans nuages, et éloigné de l'Angleterre, je serai en même temps éloigné de toutes les choses qui m'importunent. Et celui qui parlait ainsi avait 24 ans à peine. Il portait un des plus beaux noms des 3 royaumes, il était pair d'Angleterre et allait devenir le premier poète de son époque. Il est vrai que c'était son premier chant du jeune Harold qui allait lui révéler cette dernière qualité. Il vendit son poème 200 livres sterling. 2 mois après le retour du poète, sa mère mourut. C'était en 1811, en Écosse. Elle mourut subitement. Un jour, dit Lord Byron, j'appris qu'elle était malade, le lendemain j'appris qu'elle était morte. Ce ne fut pas tout. Presque dans le même temps, messieurs Wingfield et Matthews, ses 2 meilleurs amis, moururent aussi. Il y a, écrit Lord Byron à M. Davis, une fatalité qui pèse sur moi. Ma mère est morte, mes 2 amis sont morts. Que puis-je dire ou faire? Viens à moi, je suis désolé et seul au monde. La trace de cette douleur se retrouve à la fin du dernier chant du jeune Harold. Cruelle mort, dit le poète, tu m'as ravi tout ce que tu pouvais me ravir, une mère, des amis, et enfin celle d'un sentiment plus doux que l'amitié unissait à mon sort. Dis à quel homme tes traits furent-ils plus funestes? Chaque jour de nouvelles infortunes ont empoisonné les unes après les autres les sources de mon bonheur. Quel est le plus sombre des malheurs qui affligent la vieillesse? Quel est celui qui creuse la plus profonde ride sur un front soucieux? N'est-ce pas de voir tout ce que l'on a aimé de ce monde rayé du livre de la vie? N'est-ce pas de demeurer seul et isolé sur la terre comme je le suis déjà? Je fléchis le genou devant le Seigneur dont le bras a pesé sur moi, a brisé tous les liens de mon existence et détruit toutes les espérances de mon cœur. Écoulez-vous donc rapidement, jours inutiles, vous n'avez plus de chagrin à m'apporter, puisque le temps a privé mon âme de tout ce qui faisait la joie de mon âme, et a répandu sur mes jeunes années toutes les douleurs de la vieillesse. Ce dut être un grand triomphe pour Byron que l'immense succès qui salua l'apparition du premier chant de son poème Harold. Le second avait été fait depuis son retour en Angleterre, comme le prouve la strophe consacrée à la mort de sa mère. Il n'y eut pas jusqu'à la revue d'Édimbourg qui ne fit amende honorable, avouant qu'elle s'était trompée en refusant la vocation à l'auteur des Heures de loisirs. Lord Byron, disent cette fois les critiques écossais, a singulièrement profité depuis sa dernière comparution à notre tribunal. Voici un volume plein d'originalité et de talent. Non seulement l'auteur y expie les péchés littéraires de sa minorité, mais encore il promet davantage. Les 2 chants réunis de Childe Harold furent payés à Lord Byron 600 livres sterling et eurent un tel succès que le 3e lui fut payé 1575 livres et le 4e 2100 livres. Ce fut alors que l'on dit avec raison qu'il vendait ses poèmes 1 guinée le vers. Avec le succès vint la mode. Chacun voulut voir et avoir ce poète qui apparaissait tout à coup, brillant météore, enflammant le ciel là où régnait la plus profonde obscurité. On le regarda au visage et l'on vit qu'il était beau. On prononça son nom et on se rappela que par son père il était de naissance illustre, que par sa mère, descendante de Jane Stuart, fille de Jacques II d'Écosse, il était de naissance royale.
Il disait dans son poème qu'il avait tout vu, tout épuisé, qu'il avait passé par toutes les erreurs et même par le crime. Il disait, chose bien plus extraordinaire encore pour un poète de 25 ans, qu'il ne voulait plus aimer les plus belles femmes de Londres. Ces frêles et languissantes fleurs du Nord, comme il les appelait, jurèrent à leur tour de le faire manquer à son serment. Ce n'était pas chose difficile pour qui connaissait Lord Byron. Beaucoup réussirent sans trop de peine. Celle qui réussit avec le plus de bruit fut Lady Caroline Lamb. C'était la fille du comte de Bamborough. Elle avait épousé en 1805 William Lamb, second fils de Lord Melbourne. Byron l'aima follement, il lui offrit de l'enlever. Elle refusa. Quelle cause amena entre eux une rupture si amère que Lady Lamb fit contre son ancien amant le roman de Glenarvan et que celui-ci la traita avec tant de dédain pendant le reste de sa vie? C'est ce que nous aurions sans doute appris dans les mémoires de Lord Byron, brûlé par Sir Thomas More et brûlé, qui sait, peut-être à cause de cet épisode. Ce fut après cette brouille que Byron se fit la réputation de dandy, qu'il devint l'homme indispensable des eaux, des raouts. Puis cette vie eut l'issue qu'elle devait avoir, le poète tomba dans l'ennui et dans le dégoût. Aussi, le 17 février 1814, écrivait-il, « Me voilà seul ici quand je devrais être chez H, qui m'avait invité à dîner. Mais je m'ennuie si profondément que je ne me surprends nulle envie d'aller en quelque lieu que ce soit. Hobhouse prétend que je suis un loup-garou, un revenant solitaire. Et c'est vrai. » Une singulière idée vint alors au misanthrope, à l'homme blasé, au poète à bout d'inspiration, ce fut celle de se marier. Il a usé toute la première phase de sa vie, il aspire à quelque chose d'inconnu, fût-ce dans la douleur. Ce quelque chose d'inconnu dans la douleur, en effet, Lady Byron le lui garde. Mais ce qu'il y a de curieux en lui, c'est qu'il veut se marier, voilà tout, se marier pour le mariage, et non pour la femme. Lui qui a parié 50 livres sterling avec M. Hay qu'il ne se mariera jamais, il est si pressé de se marier que peu lui importe qui il épousera. Il causait de ce projet avec Lady Melbourne. Lady Melbourne proposait une jeune fille que ne connaissait pas Byron. Byron proposait Miss Milbank. « Vous avez tort, dit Lady Melbourne, et tort pour 2 raisons. D'abord parce que vous avez besoin d'argent et que Miss Milbank ne vous apporterait en mariage que 10 000 livres sterling. Ensuite parce que vous avez besoin d'une femme qui vous admire et que Miss Milbank n'admire qu'elle. » « Eh bien donc, dit Lord Byron, comment s'appelle votre jeune fille à vous ?» Lady Melbourne lui dit son nom. Byron écrivit à l'instant même aux parents qui répondirent par un refus. « Bon, dit Byron, vous voyez bien que c'est Miss Milbank que je dois épouser. » Et il se mit à table, écrivit à Miss Milbank pour lui faire part de son désir. Mais Lady Melbourne ne comptait point se rendre ainsi. La lettre de Byron achevée, elle la lui arracha des mains et alla la lire près d'une fenêtre, tandis que Byron restait tranquille à sa place. La lettre lue, « Voilà en vérité une charmante lettre, dit Lady Melbourne, et il serait fâcheux qu'elle ne parvînt point à son adresse. » Alors, dit Byron, rendez-la moi, que je la cachette et que je l'envoie. Lady Melbourne rendit la lettre à Byron, qui la cacheta et la fit parvenir à son adresse. Le 2 janvier 1815, il se maria dans la maison de Sir Ralph Milbank. Le même jour, il envoya les 50 livres à M. Hay, sans attendre que celui-ci les lui demandât. Un mois après, jour pour jour, il écrivait « La lune de miel est passée, je m'éveille et je me trouve marié. Swift dit que l'homme sage restera garçon, mais moi je dis que pour un fou, le mariage est le plus délicieux état possible. » La lune de miel s'était passée chez Sir Noel Milbank, après quoi les jeunes époux allèrent dans leur maison de Piccadilly. Mais là commencèrent les tourments du ménage. Les 10 000 livres sterling de dot de Miss Milbank n'avaient fait qu'irriter les créanciers de Lord Byron.
C'est une race qui arrive parfois à s'endormir quand on ne lui donne rien du tout, car alors elle désespère, mais les acomptes la réveillent et la rendent féroce. Alléchés par les 240 000 francs qu'ils avaient touchés, les créanciers ne laissèrent plus aux mariés un moment de repos. Au fur et à mesure que ces tracasseries augmentaient, les relations des deux époux devenaient plus rares et plus froides. Enfin, au moment où son mari était le plus malheureux, où son titre seul de père le sauvait de la prison, Lady Byron quitta Londres sous le prétexte de visiter son père. Les adieux furent convenables, affectueux même, les deux époux devaient se réunir un mois après. Pendant le voyage, Lady Byron écrivit une lettre fort tendre à son mari. Puis, un matin, Lord Byron apprit par son beau-frère, Sir Ralph Milbank, qu'il lui fallait renoncer à l'espoir de jamais revoir sa femme et sa fille. D'où vint cette triste rupture qui, malgré les prières de Byron, se termina par un divorce? Le poète l'attribua à l'influence de Mistress Charmant, gouvernante de Lady Byron, et il fit contre elle cette satire terrible qui a pour titre « Esquisse d'une vie privée ». Alors de tous côtés s'éleva contre celui qui, à force de génie, avait déjà vaincu ce que l'on pouvait appeler une première coalition, une clameur immense venant à la fois du monde et des journaux. Il y a comme cela dans la vie des hommes haut placés et par conséquent placés en vue de tous, de ces tempêtes inattendues dont on ne soupçonne pas l'existence au moment même où elles s'amassent sur la tête menacée. Pareil à des trombes, elles s'abattent alors sur le poète, qu'il se nomme Schiller ou Dante, Ovide ou Byron, se prennent à tout, mordent au corps et au cœur, tordent sa renommée, renversent sa réputation, déracinent son honneur. Ces tempêtes sont composées des inimitiés, des haines, des jalousies que son génie lui a faites. Hyène qui l'escorte dans sa route nocturne, qui n'ose point l'attaquer s'il reste ferme et debout, mais qui s'élance sur lui du moment où il chancelle, mais qui le dévore du moment où il tombe. Byron comprit qu'il lui fallait céder la place à ses ennemis, quitter l'Angleterre et aller chercher de la force contre ses concitoyens dans l'impartialité de l'étranger. Le 25 avril 1816, il partit. Pendant les 6 ans qu'il venait de passer à Londres, il avait publié les 2 premiers chants de Childe Harold, le Giaour, la fiancée d'Abydos, le siège de Corinthe, Lara et le corsaire. Il partit, et ses adieux les plus tristes furent pour sa femme qu'il exilait, pour sa fille qu'il avait à peine entrevue et qu'il ne devait pas revoir. Adieu, et si c'est pour toujours, eh bien soit pour toujours adieu. C'est en vain que tu refuses de me pardonner, jamais mon cœur ne se révoltera contre toi. Hélas, que ne peut-il s'ouvrir à tes yeux, ce cœur sur lequel tu as si souvent reposé ta tête, alors que tu dormais de ce paisible sommeil dont tu ne dormiras plus? Que ne peux-tu connaître ses plus secrètes pensées, alors tu avouerais que tu es injuste en le méprisant ainsi. Ainsi donc nous allons vivre éloignés, ainsi donc chaque matin nous réveillera sur une couche veuve et solitaire. Quand tu chercheras à te consoler en te rapprochant de ta fille, quand ses premiers mots frapperont ton oreille, ces premiers mots que tu lui apprendras à balbutier seront ceux-ci. Mon père, son père, dont elle ne recevra jamais les caresses. Quand ses petites mains te serreront contre elle, quand ses lèvres iront chercher les tiennes, pense à celui qui fera éternellement des vœux pour ton bonheur, et si les traits de notre enfant ressemblent à celui que tu ne dois plus revoir, eh bien peut-être à leur vue ton cœur, se souvenant de moi, palpitera-t-il encore pour moi. Voici pour la mère, et maintenant pour la fille. Ressembleras-tu à ta mère, ô mon cher enfant, mon Ada, seule fille de mon cœur, seule espérance de ma maison? Lorsque je contemplais pour la dernière fois l'azur de tes yeux célestes, je reçus ton doux sourire et te dis au revoir. Et voilà que cette fois je m'éloigne bien réellement de toi, voilà qu'aujourd'hui je te quitte sans espérance et que je te dis adieu. Ô ma fille, ce chant commence par ton nom, c'est encore par ton nom que je l'achèverai.
Je ne puis ni te voir ni t'entendre, mais jamais père ne s'identifia comme moi avec sa fille. Tu seras l'ami qui consolera mon ombre quand auront fui les années que je dois vivre. Tu ne dois pas connaître les traits de mon visage, mais ma voix retentira dans tes rêves, et ma voix paternelle, sortant de la tombe pour te parler de mon amour, parviendra jusqu'à ton cœur quand le mien sera déjà glacé par la mort. Veiller sur ta jeune intelligence, attendre ton premier sourire, suivre en toi les progrès de la vie, te voir comprendre peu à peu les objets qui te semblent encore des merveilles, te bercer doucement sur mes genoux, poser sur tes lèvres le baiser paternel. Hélas, ces tendres soins n'étaient pas faits pour moi. Ils eussent cependant endormi mon cœur, que je sens en proie à une émotion vague et indéfinissable, qui n'est autre chose que ce besoin paternel de voir et de caresser mon enfant. Oh, n'est-ce pas que tu m'aimeras, même quand la haine te serait présentée comme un devoir ? N'est-ce pas que te fût-il défendu de prononcer mon nom, comme si mon nom était un de ces mots sinistres, présage de malheur et de honte ? N'est-ce pas que tu m'aimeras même lorsque la mort nous aura séparés ? N'est-ce pas que, lorsqu'on voudrait faire sortir de tes veines tout le sang que tu tiens de ton père, n'est-ce pas que, tant qu'une goutte de ce sang demeurera dans tes veines, n'est-ce pas que tu ne saurais cesser de m'aimer ? Enfant de l'amour, tu naquis cependant au milieu des angoisses, de la douleur, et tu fus nourri d'amertume. Hélas, tels furent les éléments qui formèrent le cœur de ton père, tels sont ceux qui ont formé le tien. Mais au moins, toi, le feu qui consumera ta vie sera moins dévorant, et il te restera l'espérance pour embellir tes jours. Paix au berceau où ton enfance sommeille, et moi des plaines de la mer, moi du sommet des monts qui vont être tour à tour ma demeure, je renverrai sur toi toutes les bénédictions que ton amour enfantin eût appelées sur ma tête si je n'eusse point été forcé de te quitter. Ah, dit madame de Staël, cette pauvre exilée qui en face du lac Léman regrettait son ruisseau de la rue du Bac, ah, j'aurais voulu être malheureuse comme Lady Byron et inspirer à mon mari de pareils vers. Soit, mais c'eût été un singulier ménage que celui qu'eussent fait Lord Byron et madame de Staël. Cette fois, Lord Byron ne s'éloignait pas si rapidement. On eût dit qu'il pouvait distendre, mais non briser, le double lien qui l'attachait à l'Angleterre. Il aborda en Belgique, y visita le champ de bataille de Waterloo, encore humide du sang de 3 peuples, descendit le Rhin et alla se fixer au bord du lac de Genève. Ce fut là qu'il connut madame de Staël, à peu près aussi exilée sous la Restauration que sous l'Empire. Au milieu des magnifiques tableaux du lac Léman, dit Byron, mon plus grand bonheur fut d'arrêter mes yeux sur l'auteur de Corinne. Ce fut à Déodatie que Byron, pour renouveler son exploit d'Abydos, traversa le lac de Genève sur une largeur de 4 lieues. Ce fut à Déodatie qu'il écrivit le 3e chant de Childe Harold, le prisonnier de Chillon et Manfred, dont Goethe, dans un journal allemand, réclama l'idée originale, comme si Manfred ne descendait pas de Satan aussi directement que Faust descend de Polichinelle. Ô pauvre grand homme, qui, avec ta renommée européenne et ta réputation gigantesque, réclame la feuille qu'un poète, ton frère, a le malheur d'arracher en passant à ton laurier touffu. Ne semble-t-il pas entendre d'Alembert dire de l'auteur de Zaïre et du dictionnaire philosophique « Cet homme est incompréhensible, il a de la gloire pour 1 million, il en veut encore pour 1 sou ». Byron se vengea en dédiant à Goethe je ne sais plus lequel de ses poètes. Au mois d'octobre, Byron partit pour l'Italie, fit une halte à Milan où il visita la bibliothèque ambrosienne, une autre à Vérone où il visita le tombeau de Juliette, puis il s'installa à Venise où il est passé à l'état de tradition. Venise n'avait jamais possédé de chevaux, à part les 4 chevaux de bronze qui y figurèrent pendant 12 ans sur l'arc de triomphe du Carrousel. Byron, qui ne sortait jamais à pied, fit le premier piaffé des chevaux vivants sur la place Saint-Marc, sur le quai des Esclavons, sur les bords de la Brenta.
Ce fut là que se développa le véritable roman de sa vie. Là, il vécut un instant entre trois amours qui représentaient les trois classes de la société vénitienne. Marguerite, Marianne et, hélas, la plus infidèle des trois, celle que je ne nomme point, ce fut la grande dame. Ce fut celle qu'il aima le plus peut-être, plus que Miss Chaworth, plus que Caroline Lamb. Cette femme, chose singulière, est encore aujourd'hui, 33 ans après l'époque que nous citons, une charmante femme. Je l'ai connue à Rome dans tout l'éclat de sa beauté, et alors elle était presque aussi merveilleuse à entendre qu'à regarder, à écouter qu'à voir. Elle ne vivait en réalité que du souvenir du grand poète qu'elle avait aimé. On eût dit que le temps qu'avait duré cet amour était la seule partie lumineuse de sa vie, et qu'en se retournant, elle dédaignait de regarder dans l'obscurité du reste de son existence. Alors, si j'eusse parlé d'elle, je l'eusse nommée. Alors j'eusse raconté nos promenades au clair de lune, au Forum et au Colisée. J'eusse répété ce qu'elle me disait à l'ombre de ces ruines immenses où elle ne savait parler que de l'illustre mort qui avait foulé avec elle les mêmes pierres que nous foulions, qui avec elle s'était assis où nous étions assis. Oh, madame, pourquoi avez-vous été infidèle au souvenir du poète, quand ce souvenir grandissant avait, aidé de la mort, fait de l'amant un dieu? Dites, avoir été la maîtresse de Byron, n'était-ce donc pas un titre aussi beau que le titre quel qu'il fût qu'un nouvel époux pouvait vous donner? Oh, si j'osais dire ce que Desjazette disait un jour à Georges à propos de Napoléon. Il est vrai que Byron, avec toutes ses fantaisies, toutes ses excentricités, toutes ses manies, ne devait pas être un amant bien agréable. Mais alors, c'était à Byron vivant qu'il fallait être infidèle, et non à Byron mort. On a pardonné à Joséphine, impératrice, ses infidélités des Tuileries. On n'a point pardonné à Marie-Louise, veuve, son infidélité de Parme. N'en parlons plus, madame, et ne nous souvenons plus que de ce que Byron écrivit à Venise. C'est à Venise qu'il composa Marino Faliero, les deux Foscari, Sardanapale, Caïn, la prophétie de Dante, et le troisième et quatrième chant de Don Juan. Il était là en 1820 et 1821, lorsque Naples se souleva. Il écrivit aux Napolitains et proposa au gouvernement sa bourse et son épée. Aussi, lorsqu'arriva la réaction, lorsque pour la seconde fois Ferdinand revint-il de Sicile, lorsque les listes de proscription parcoururent l'Italie, craignit-on que Byron ne fût exilé comme les autres. Les pauvres de Ravenne adressèrent alors une pétition au cardinal pour qu'il lui fût permis de rester. C'est que cet homme qui tout haut, en plein jour, offrait 1000 louis aux Napolitains, c'est que cet homme était pour les pauvres de Venise et des environs une source inépuisable de pitié. Jamais un pauvre ne tendit la main vers lui et ne la retira vide. Jamais, au moment de sa plus grande gêne, et plus d'une fois, il emprunta pour donner. Il savait bien cela quand il disait « Ceux qui m'ont si longtemps et si cruellement persécuté triompheront, et justice ne me sera rendue que quand cette main sera aussi froide que leur cœur. » Aussi, partout où il passa, laissa-t-il la trace que laisse le feu. Il éblouit, réchauffa ou brûla. En 1821, Byron quitta Venise. Venise, dans les rues de laquelle personne ne l'avait jamais vu marcher. La Brenta, sur les rives de laquelle personne ne l'avait jamais vu se promener. Cette place Saint-Marc, dont il n'avait, disait-on, jamais contemplé les merveilles que du haut d'une fenêtre, tant il craignait de révéler aux beautés de Venise la légère difformité de sa jambe que ne pouvait parvenir à dissimuler la largeur de son pantalon. De Venise, il se rendit à Pise. Là, 2 nouvelles douleurs l'attendaient. La mort d'une fille naturelle qu'il avait eue d'une Anglaise et dont il envoya le corps en Angleterre, et la mort de son ami Shelley qui se noya en allant de Livourne à Lerici. Pour épargner au cadavre les discussions que n'eussent pas manqué de soulever les prêtres italiens, il fut résolu qu'on le brûlerait à la manière antique. Trelawney, le hardi pirate, était là.
Il raconte ses étranges funérailles comme il raconte sa chasse au lion, son combat avec le prince Malais. Digne compagnon du noble poète et poète lui-même, son livre est une source de tableaux merveilleux, d'autant plus merveilleux qu'ils sont toujours vrais, quoique toujours incroyables. Nous étions sur le rivage, dit Trelawney. Devant nous était la mer avec ses îles, derrière nous les Apennins, et à côté de nous un immense bûcher dont la flamme, fouettée par le vent de la mer, prenait 1000 formes plus fantastiques les unes que les autres. Le temps était très beau, les vagues assoupies de la Méditerranée baisaient mollement le visage. Le sable d'un jaune d'or contrastait avec l'azur profond du ciel. Les montagnes dressaient jusqu'aux nues leurs cimes de glace, et la flamme du bûcher continuait de monter hardiment dans les airs. De Pise, Byron se rendit à Gênes. Ce fut dans cette ville, reine déchue de la Méditerranée, qu'il conçut l'idée d'aller en Grèce et de faire pour cette Niobé des nations, comme il l'appela, ce que Naples n'avait point été digne qu'il fît pour elle. Jusque-là, Byron ne s'était dévoué qu'à des individus. Il lui restait à se dévouer pour un peuple. Au mois d'avril 1823, il entra en communication avec le comité grec et vers la fin de juillet, il quitta l'Italie. Sa réputation avait grandi d'une façon immense, non seulement en France, non seulement en Allemagne, mais encore en Angleterre. Un fait donnera une idée de la hauteur à laquelle cette réputation était parvenue. Une sédition avait éclaté en Écosse, dans le comté où était situé l'héritage de la mère du poète. Les rebelles devaient traverser les propriétés de Lady Byron pour atteindre le but de leur course. Sur la limite de ces propriétés, il convint de ne passer qu'un à un afin de ne tracer sur l'herbe que l'espace étroit d'un sentier. Cette précaution contrastait singulièrement avec leur conduite sur les propriétés voisines qu'ils avaient complètement dévastées. Byron citait souvent ce trait avec orgueil. « Voilà, disait-il, qui me venge de la haine de mes ennemis. » Avant de quitter l'Italie, il écrivit sur la marge d'un livre qu'on lui avait prêté « Si tout ce que l'on dit de moi est vrai, je suis indigne de revoir l'Angleterre. Si tout ce qu'on dit de moi est faux, l'Angleterre est indigne de me revoir. » Au reste, ses pressentiments lui disaient qu'il l'avait quitté pour toujours. Et Lady Blessington m'a raconté à moi-même que, se trouvant à Gênes avec Byron, qui s'embarquait le lendemain, Byron lui avait dit « Nous voici réunis, c'est vrai, mais demain nous allons être séparés, et qui sait pour combien de temps. Quant à moi, j'ai quelque chose là, et il porta la main sur son cœur, qui me dit que nous nous voyons pour la dernière fois. Je vais en Grèce, je n'en reviendrai pas. » Vers la fin de décembre, Byron débarqua en Morée, et quelques jours après, malgré la flotte turque qui assiégeait Missolonghi, il pénétra dans la place, au milieu des cris enthousiastes de la population qui le conduisit en triomphe à la maison qu'on lui avait préparée. Une fois là, Byron n'eut plus qu'une espérance, voir triompher la cause à laquelle il s'était dévoué, ou mourir en défendant de nouvelles Thermopyles. Ni l'une ni l'autre de ces deux faveurs ne devait lui être accordée. Le 15 février 1824, il fut saisi d'un accès de fièvre qui, tout en s'évanouissant rapidement, le fit cruellement souffrir et l'affaiblit beaucoup. Cependant, aussitôt remis, il reprit ses courses à cheval, qui étaient ses grandes distractions de chaque jour. Le 9 avril, il fut très mouillé dans sa promenade et à son retour, quoiqu'il eût complètement changé d'habit, il se sentit indisposé. En effet, il était resté plus de 2 heures dans des vêtements humides. Pendant la nuit, il eut un peu de fièvre et cependant dormit assez bien, mais le 10, vers 11 heures du matin, il se plaignit d'un violent mal de tête et de douleurs dans les bras et dans les jambes. L'après-midi, il n'en monta pas moins à cheval. Son vieux domestique, Fletcher, au récit duquel nous empruntons ces derniers détails, l'attendait au retour. « Eh bien, lui dit-il, comment se trouve my lord ?»« La selle n'était point sèche, répondit Byron, et je crains bien que cette humidité ne m'ait rendu malade. » En effet, le lendemain, il fut facile de voir que l'indisposition devenait plus sérieuse.
Byron avait eu la fièvre toute la nuit et paraissait très affaissé. Fletcher lui prépara un peu d'arrowroot. Il en prit 2 ou 3 cuillerées. Puis, rendant le breuvage au vieux serviteur, « C'est excellent, dit-il, mais je n'en puis boire davantage. » Le 3e jour, Fletcher commença d'être sérieusement inquiet. Jamais dans les rhumes précédents, son maître n'avait perdu le sommeil et cette fois, il ne pouvait absolument dormir. Il alla donc chez les 2 médecins de la ville, les docteurs Bruno et Millingen, et leur fit plusieurs questions sur la maladie dont il croyait Lord Byron atteint. Tous 2 affirmèrent au vieux valet de chambre qu'il n'avait rien à craindre, que son maître ne courait aucun danger. Il ne demandait que 2 ou 3 jours pour le remettre sur pied, et alors, disait-il, il n'y paraîtrait plus. Cela se passait le 13. Le 14, malgré l'assurance des 2 docteurs, voyant que la fièvre ne quittait pas son maître et que le malade ne dormait point, Fletcher supplia Byron de lui permettre d'envoyer chercher le médecin Thomas de Zante. « Consultez là-dessus les 2 docteurs, répondit le malade, et faites ce qu'ils vous diront. Fletcher obéit. Les 2 docteurs répondirent que l'adjonction d'un 3e médecin leur paraissait tout à fait inutile. Fletcher vint apporter cette réponse à son maître, qui secoua la tête et dit « J'ai bien peur qu'il n'entende rien à ma maladie. »« Mais en ce cas, insista Fletcher, faites venir un autre médecin, milord. » « Ils me disent, continua Byron, sans répondre directement à Fletcher, ils me disent que c'est un rhume comme ceux que j'ai déjà eus. « Et moi, répondit le valet de chambre, je suis sûr, milord, que vous n'en avez jamais eu de si sérieux. »« Moi aussi, reprit Byron. » Et il tomba dans une rêverie dont aucune instance ne put le tirer. Le 15, Fletcher, qui, avec la prescience du dévouement, devinait la position de son maître, fit de nouvelles instances pour que l'on permît d'aller chercher le docteur Thomas, mais les médecins de Missolonghi continuèrent d'affirmer qu'il n'y avait rien à craindre. Jusque-là, on avait traité le malade avec des purgatifs, qui paraissaient d'autant plus violents que Byron, n'ayant rien pris depuis 8 jours, qu'1 ou 2 tasses de bouillon ne pouvaient rien rendre. Les efforts et la fatigue étaient donc extrêmes et redoublaient la faiblesse qu'entraînait la privation de sommeil. Le 15 au soir, cependant, les médecins commencèrent à s'inquiéter et parlèrent de saigner le malade, mais lui s'y opposa vigoureusement, demandant au docteur Millingen s'il regardait cette saignée comme urgente. Le docteur répondit qu'il croyait pouvoir sans inconvénient attendre au lendemain. En conséquence, ce ne fut que le 16 au soir que Byron fut saigné au bras droit. On lui tira 16 onces de sang. Le sang était très enflammé. Le docteur Bruno regarda ce sang et secoua la tête. « Je lui avais toujours dit qu'il avait bien besoin d'être saigné, murmura-t-il, mais jamais il n'a voulu se laisser faire. » Alors il s'éleva entre les médecins une grande dispute sur le temps perdu. Fletcher proposa de nouveau d'envoyer à Zante chercher le docteur Thomas, mais les médecins lui répondirent « Non, c'est inutile. Avant son arrivée, ton maître sera hors de danger ou n'existera plus. » Et cependant, le mal continuait d'empirer. Le docteur Bruno fut d'avis de pratiquer une seconde saignée. Ce fut Fletcher qui annonça à son maître que les 2 médecins regardaient cette saignée comme indispensable. Cette fois, Lord Byron ne fit aucune difficulté. Il tendit son bras et dit « Voici mon bras, qu'ils fassent ce qu'ils voudront. » Puis il ajouta « Quand je te disais, Fletcher, qu'il n'entendait rien à ma maladie. » Byron s'affaiblissait de plus en plus. Le 17 au matin, il fut saigné 1 fois. Le même jour, dans l'après-dînée, il fut saigné 2 fois. Chacune de ces saignées fut suivie d'un évanouissement. Ce jour-là, Byron commença de perdre espoir. « Je ne puis dormir, dit-il à Fletcher, et vous savez que depuis 1 semaine je n'ai point dormi. Or il est connu qu'un homme ne peut rester sans dormir qu'un certain temps. Ce temps écoulé, il devient fou sans qu'on puisse le sauver. Aussi, j'aimerais mieux me brûler 10 fois la cervelle que de devenir fou. Je ne crains pas la mort, je la verrai venir avec plus de calme qu'on ne croit. » Le 18, Byron eut tout à fait la certitude de sa fin prochaine.
« Je crains, dit-il à Fletcher, que Tita et vous ne tombiez malade en me veillant ainsi nuit et jour. » Mais tous deux refusèrent de prendre du repos. Dès le 16, Fletcher, voyant que la fièvre de son maître amenait du délire, avait eu soin de mettre hors de sa portée son stylet et ses pistolets. Le 18, il répéta plusieurs fois que les médecins de Missolonghi ne connaissaient rien à sa maladie. Mais alors observa pour la 10e fois Fletcher « Permettez-moi d'aller chercher le docteur Thomas à Zante. »« Non, n'y allez pas, envoyez-y Fletcher, mais alors dépêchez-vous. » Fletcher ne perdit pas une seconde et envoya un messager. Le messager parti, il annonça aux 2 médecins qu'il venait d'envoyer chercher le docteur Thomas. « Vous avez très bien fait, dirent ceux-ci, car nous commençons nous-mêmes à être très inquiets. » Fletcher rentra dans la chambre de son maître. « Eh bien, demanda celui-ci, vous avez envoyé ? » ?»« Oui, milord. »« Ah, tant mieux, je désire savoir ce que j'ai. » Quelques instants après, un nouvel accès de délire le prit. À la fin de cet accès, et revenant à lui, « Je commence à croire, dit-il, que je suis sérieusement malade. Si je mourais plus vite que je ne crois, je désire vous donner quelques instructions. Vous auriez le soin de les faire exécuter, n'est-ce pas ? » « Oh, my lord, vous pouvez être certain de mon dévouement, répondit le valet de chambre, mais vous vivrez assez longtemps, je l'espère, pour faire exécuter vous-même vos volontés. » « Non, dit Byron en secouant la tête, non, c'en est fait. Il faut donc que je vous dise tout, Fletcher, et cela sans perdre un moment. »« Milord, demanda le valet de chambre, irai-je chercher une plume, de l'encre, du papier ? » ?»« Non, nous perdrions trop de temps, nous n'avons pas de temps à perdre. Faites attention. »« J'écoute, milord. »« Votre sort est assuré. »« Oh, milord, s'écria le pauvre valet de chambre en fondant en larmes, je vous supplie de vous occuper de choses plus importantes. »« Oh, mon enfant, murmura le moribond, ma chère fille, ma pauvre Ada, si j'avais pu la voir. Vous lui porterez ma bénédiction, Fletcher. Vous la porterez aussi à sœur Augusta et à ses enfants. Vous irez également chez Lady Byron. Dites-lui tout. Vous êtes bien dans son esprit. » La voix manqua au malade. Quoiqu'il fît des efforts pour continuer de parler, le valet de chambre ne pouvait plus saisir que des mots entrecoupés, au milieu desquels, à grand-peine, il saisit ceux-ci. « Fletcher, si vous n'exécutez point les ordres que je vous ai donnés, je vous tourmenterai, si Dieu me le permet. » « Mais, monseigneur, s'écria celui-ci au désespoir, je n'ai pas entendu une parole de ce que vous m'avez dit. »« Oh, mon Dieu, fit-il alors, mais il est trop tard maintenant. Est-il donc possible que vous ne m'ayez pas entendu ? » Non, my lord, mais essayez une fois encore de me faire connaître vos volontés. »« Impossible, murmura le malade. Il est trop tard, tout est fini. Et cependant... Approche, Fletcher, je vais essayer. » Et il redoubla d'efforts, mais tout fut inutile, et il ne prononça plus que des mots entrecoupés, comme « ma femme, mon enfant, ma sœur, vous savez tout, vous direz tout, vous connaissez mes intentions. » Le reste était inintelligible. On était au 18 et il était midi. Les médecins eurent une nouvelle consultation et décidèrent de donner au malade du quinquina dans du vin. Il n'avait pris depuis 8 jours, comme je l'ai dit, qu'un peu de bouillon et 2 cuillerées d'arrowroot. Il prit son quinquina et manifesta l'intention de dormir, par signe. Il ne parlait plus sans être interrogé. « Voulez-vous que j'aille chercher M. Parry ?» lui demanda Fletcher. « Oui, allez chercher, répondit-il. » Un instant après, le valet de chambre revint avec lui. M. Parry se pencha sur son lit. Byron le reconnut et s'agita. « Tranquillisez-vous, lui dit M. Parry. » Le malade versa quelques larmes et parut s'endormir. C'était le commencement d'une léthargie qui dura près de 24 heures. Cependant, vers les 8 heures du soir, il s'agita, et Fletcher entendit ces mots, les derniers que prononça Byron. Et maintenant, il faut dormir. Et puis sa tête retomba immobile sur l'oreiller. Pendant près de 24 heures, il ne fit pas un seul mouvement. Seulement, par moments, il avait des suffocations et une espèce de râle.
Et Fletcher appela alors Tita pour qu'elle l'aidât à soulever la tête du malade qui paraissait tout à fait engourdi. Chaque fois que le râle revenait, les 2 serviteurs lui soulevaient la tête. Cela dura ainsi jusqu'au lendemain 19 à 6 heures du soir. Alors Byron ouvrit et referma les yeux sans aucun symptôme de douleur, ni sans faire le moindre mouvement d'aucune partie du corps. « Ah mon Dieu !» s'écria Fletcher, « je crois que Milord vient de rendre le dernier soupir. » Les médecins s'approchèrent, lui tâtèrent le pouls et dirent « Vous avez raison, il est mort. » Le 22 avril, les restes de Byron furent transférés dans l'église où reposaient Marcos Botzaris et le général Norman. Le corps était renfermé dans un grossier cercueil de bois. Un manteau noir le recouvrait et sur le manteau, on avait posé un casque, une épée et une couronne de laurier. Et Byron avait manifesté le désir que son corps fût rapporté dans sa patrie, mais les Grecs demandèrent à garder son cœur, et ceux-là qui avaient tant fait saigner ce cœur de son vivant l'abandonnèrent mort. Sa fille Ada, que j'ai vue depuis à Florence, fut déclarée fille adoptive de la Grèce. Le roi Othon Ier s'est-il souvenu de cette adoption ? Je n'en sais rien.